Thématique là du jour, c'est de voir un petit peu voilà, quels seraient les intérêts pour une PME d'aller dans le cloud et surtout de répondre un petit peu aux interrogations et aux idées reçues que l'on peut avoir et des questions qui nous sont souvent posées. Donc on a regroupé ça, on va dire, en quatre idées principales. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on a des entreprises qui ont adopté le cloud, mais celles qui n'ont pas encore adopté cette solution-là, effectivement, quand on discute avec eux, les raisons qui sont évoquées, c'est en premier une défiance concernant la sécurité et la protection des données. On ne sait pas où les données vont être, est-ce qu'elles vont être sécurisées, est-ce que du moment que je les mets dans un cloud, une entreprise peut, mon hébergeur peut se les approprier et les consulter. Donc ça fait partie voilà, d'une première idée reçue. Deuxième, quand ça concerne l'opacité des infrastructures et des performances. En gros, on nous dit ouais, mais si je mets ça quelque part à l'extérieur, ben je vais pas savoir si ça tourne bien, si ça fonctionne bien. Est-ce que les choix d'infrastructures qui seront faits par mon hébergeur seront pérennes ou pas? Troisième point qui est souvent soulevé, c'est la non maîtrise des risques et des coûts. Effectivement, quand je confie tout mon système d'information ou partie de mon système d'information à quelqu'un d'autre, du coup, je vais être soumis à ces contraintes après de gestion des risques. Et le cas typique qui peut arriver, hein, c'est la pelleteuse qui arrive et qui met un grand coup dans la gaine, dans la fibre optique. On n'a plus rien, on n'a plus d'accès. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Même chose concernant les coûts. Il faut faire attention après quand on a des factures, qu'elles soient claires et qu'on se retrouve pas avec des surfactures qui étaient pas du tout attendues. Dernière chose, dernier point et non pas des moindres, effectivement, c'est le flou concernant le partage des responsabilités, puisque suivant ce que l'on va mettre dans le cloud ou chez un hébergeur, en fonction du niveau de responsabilité, on va pouvoir peut-être avoir plusieurs acteurs qui vont intervenir. Et quand ça marche bien, tout le monde s'entend bien, mais quand ça marche plus, après, tout le monde va avoir tendance à reporter la faute sur l'autre. Voilà, donc ça, en gros, ce sont les quatre principales idées reçues qui sont bien souvent remontées comme frein de l'adoption vers le cloud. Ok, et du coup, par rapport à ces idées reçues que tu viens de nous donner, est-ce que toi, tu peux nous faire un retour sur comment ça se passe dans les entreprises en général? Alors oui, parce que bon, effectivement, on est très souvent dans les entreprises de toute taille, hein, que ce soit les toutes petites entreprises ou les entreprises vraiment les multinationales. Mais finalement, on se rend compte que ces idées reçues-là, d'accord, qui sont mises en face de le cloud, finalement, on va retrouver quasiment la même chose déjà dans une entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le système d'information d'une entreprise, c'est vraiment devenu un vecteur de compétitivité pour l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises évoluent, elles sont sur des marchés qui sont de plus en plus mouvants, de la concurrence qui est de plus en plus rude, donc il faut arriver à se démarquer très rapidement. Et donc le système d'information, il faut vraiment le considérer voilà, comme quelque chose qui va rendre l'entreprise plus compétitive. On a besoin de plus en plus de services, que ces services-là soient mis en place le plus rapidement possible, un accès 24/24, 7 jours sur 7, hein, puisque typiquement notre site web qui est notre vitrine commerciale, par exemple, on ne peut pas se permettre que le dimanche matin vers 11 heures qui s'arrête, vous voyez, ou le samedi soir. Voilà, donc ça, il faut que ça tourne en permanence. Donc ça, déjà, on a une évolution par rapport à ce système d'information-là. Mais ça, que ce besoin-là, qu'on soit avec du on-premise, donc avec l'informatique, sur site ou quelque part dans le cloud, le besoin il reste le même. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rencontrer que finalement, tout ça, on va avoir quand même une principale contrainte, ça concerne la sécurité. Et aujourd'hui, pour arriver à maintenir un niveau de sécurité qui répond aux exigences de connexion externe, de compliance avec par exemple, le nouveau règlement sur la protection des données à caractère personnel, que ça va être aussi, par exemple, sur les transactions bancaires, ainsi de suite. On se rend compte que si on veut gérer la sécurité comme il faut sur un système qui est dans nos locaux et encore à notre charge, ça devient un travail de spécialiste à temps plein. Donc là, il y a deux termes, il y a temps plein, donc ça veut dire qu'il faut que j'embauche une personne, voire une équipe dédiée à ça, et spécialiste, parce que c'est de plus en plus complexe à gérer. Et là, finalement, on se rend compte que entre ce que l'on a sur du on-premise ou ce que l'on a dans le cloud, finalement, c'est pas plus sécurisé quand on est en local. Voilà. Sachant qu'en définitive, hein, ce qu'on dit toujours, c'est que la sécurité, c'est une question de maturité. Parce que bien souvent, ce que l'on voit aussi, nous, dans certaines entreprises, c'est que, alors, on met des magnifiques pare-feux, des firewalls redondants, ainsi de suite. Par contre, les postes, eux, typiquement, les partitions ne sont pas cryptées. Donc, c'est un peu comme si on mettait une porte blindée, mais qu'on laisse les fenêtres ouvertes. Voilà. Donc ça, cette stratégie-là, dans l'entreprise, finalement, on se rend compte que on n'est pas très sécure non plus dans les entreprises.
Autre chose concernant le cloud en lui-même, ben finalement, on se rend compte que les utilisateurs de, voilà, vos utilisateurs dans votre entreprise, ils vous ont pas attendu pour aller dans le cloud. Et ce qu'on appelle le shadow IT, c'est qu'on se rend compte que, ben voilà, il y a énormément aujourd'hui d'utilisateurs pour avoir des usages qui répondent à leurs besoins et surtout pour les avoir rapidement. Ben simplement, ils vont sortir la carte bleue, ils vont souscrire, par exemple, à du Salesforce ou à du Box quelque part dans le cloud, sans prévenir l'informatique. Donc ça veut dire que même les entreprises qui disent non, non, moi je reste on-premise, je ne choisis pas d'aller dans le cloud par rapport aux quatre idées reçues qu'on a vu tout à l'heure. Mais non, mais les utilisateurs, eux, de leur côté, font ça tout seuls. Donc du coup, voilà, il faut vraiment se battre contre ça, parce que ça, du coup, il y a vraiment des gros risques en termes de sécurité. Et les chiffres sont quand même, voilà, là, les stats que vous avez, c'est une étude qui est publiée par McAfee. Vous avez le lien et vous aurez le lien dans les slides, une étude très intéressante par rapport à ça. Et cette notion de shadow IT, c'est vraiment quelque chose sur lequel qu'il faut gérer, quoi. C'est-à-dire que même si on dit non, non, on n'y va pas, mais les utilisateurs, eux, de leur côté, ben, ils y sont déjà. Donc tant qu'à faire, nous on préconise quand même d'y aller et de gérer et de maîtriser ça. Après, autre chose, alors ça va faire rire certains, mais c'est vrai que voilà, bien souvent, nous, quand on voit des salles informatiques chez nos clients, alors évidemment, c'est pas la généralité, mais bien souvent, ça ressemble à ça, quoi. Donc avec du câblage qui ressemble plus à un plat de spaghettis qu'à autre chose, ou alors ben, avec des machines qui sont entassées les unes dans les autres, dans des pièces qui ne sont pas sécurisées, ni sécurisées en termes d'accès, ni sécurisées en termes de gestion de la température, gestion d'incendie. Voilà, moi j'ai pu faire plusieurs audits comme ça de salles informatiques et pour des groupes assez conséquents, même pas d'instincteurs. C'est-à-dire que même pas dans la salle de quoi gérer voilà s'il y a de la fumée ou ce genre de choses là. Donc en définitive, on se rend compte que ben, dans les entreprises déjà voilà, il faudrait que déjà on regarde un petit peu comment ça se passe. Ok, donc tu nous parles de cloud et de constat de la difficulté ou des apports que ça peut avoir, mais pourquoi est-ce que les gens y vont réellement? Alors, pourquoi les gens y vont? Donc déjà, on va reprendre un petit peu quelques définitions, hein, parce que si on regarde un petit peu la littérature aujourd'hui, quand on parle de cloud, bien souvent, on a trois termes qui arrivent derrière. On parle de cloud public, cloud privé, cloud hybride. D'accord? Alors, en gros, le cloud privé, ça va être une extension du système d'information, quelque part chez un hébergeur, mais l'entreprise reste propriétaire de tout ce qui est mis dedans et va opérer quasiment l'intégralité. D'accord? Donc, bien souvent, ça va être les serveurs de l'entreprise qui, au lieu d'être dans la salle informatique de l'entreprise, vont être dans une baie chez un fournisseur, mais le matériel reste à la propriété de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est juste une extension. Le cloud public, c'est différent, c'est que là, on va consommer des services, par contre, on est propriétaire de rien. D'accord? Donc, c'est simplement, on souscrit aux services avec différents niveaux de responsabilité, mais tout ce qui est matériel, tout ce qui est couche basse, reste la propriété de l'hébergeur. Et là aussi, c'est pareil, une idée reçue, c'est OK, si je mets dans le cloud, je suis obligé de tout mettre dans le cloud. Bah ça, c'était une des réflexions éventuellement on pouvait avoir il y a quelques années, mais on se rend compte qu'aujourd'hui la tendance c'est vraiment le mode hybride. Et le mode hybride, ça veut dire que ben, je vais mettre juste certains services dans un cloud, voire même dans plusieurs clouds, hein, puisqu'aujourd'hui aussi la tendance dans des entreprises qui sont assez matures dans le domaine, on va parler de ce qu'on appelle le fog computing, c'est-à-dire que je n'ai plus un seul cloud, mais j'ai de multiples clouds que je vais choisir en fonction des services qui me sont offerts par chacun. Et puis effectivement, c'est pas parce que je mets quelque chose dans le cloud que c'est fini. Donc c'est voilà, comme le dit la slide, c'est pas du tout un voyage sans retour, hein, c'est que je peux mettre un service dans le cloud et puis le récupérer, le redéplacer, le mettre ailleurs. Donc ça, c'est justement une aisance que je vais avoir assez facilement lorsque je vais souscrire ce type de service-là. On parle de services depuis tout à l'heure, donc effectivement, cloud, on parle aussi de différents niveaux de services. Donc là, on fait l'analogie par exemple avec les pizzas, hein. Donc les niveaux de service dans le cloud, on parle de on-premise et non pas on-premise, hein, c'est on-premise. J'ai un pote qui est à New York qui peste contre ça. Donc on parle vraiment de on-premise. On parle d'infrastructure as a service, on parle de plateforme as a service et de software as a service. La différence entre tout ça, si on fait l'analogie un petit peu avec la pizza, le on-premise, c'est vous faites la pizza chez vous. L'infrastructure as a service, vous achetez la pizza congelée et ensuite vous la prenez chez vous, vous la faites chauffer, vous l'agrémentez. La plateforme as a service, là, vous appelez Pizza Hut et ils viennent vous livrer. On a le droit de faire de la publicité ou pas? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, et donc là, ils viennent vous livrer la pizza. Et puis le dernier, le software as a service, ben, carrément, vous vous rendez dans la pizza. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on va travailler sur différents niveaux de service. Très important cette slide et cette séparation-là, parce que ça, on va voir que quand on va choisir
d'externaliser une partie de son système d'information, il va falloir qu'on travaille sur les conventions de service et c'est ça qui va permettre de définir de manière claire le partage des responsabilités. On ne peut pas avoir deux acteurs qui sont responsables de la même couche. Donc, différents niveaux de service. Ça, c'était les petites définitions du cloud. Maintenant, pour répondre à ta question, Lucille, de pourquoi on va vers le cloud. Donc, quand on regarde les gens qui sont aujourd'hui, qui ont fait cette démarche, qui ont franchi le pas et qui ont mis un bout de leur système d'information dans le cloud, mais parmi les motivations et parmi les constats que l'on rencontre, on va parler de rentabilité. Alors, on estime qu'on a à peu près une réduction des coûts, alors coûts globaux, hein, coûts d'infrastructure, coûts d'achat de matériel, coûts de maintenance, coûts d'exploitation, coûts d'énergie, on juste en parler dans la slide tout à l'heure, ouais, une réduction des coûts d'à peu près 20 à 50%. Donc, gain non négligeable en fonction de la taille du système d'information. Et puis après, on va se recentrer sur le cœur de métier d'entreprise, c'est-à-dire que la DSI et tous les acteurs du système d'information vont être vraiment focus sur comment je vais rendre mon entreprise plus compétitive grâce à des nouvelles solutions, à des nouveaux services que je vais pouvoir offrir. Donc, ils vont vraiment pouvoir passer leur temps à réfléchir à ça, d'accord, et à travailler après sur la mise en place, mais en consommant des services. Ce qui est vraiment, donc, on s'axe sur le métier d'entreprise et non plus sur, ah ben, j'ai mon serveur, il faut que tous les jours j'aille voir si mes backups sont faits. Franchement, on a d'autres choses à faire que tous les matins aller regarder si les bandes ont bien été écrites. Et puis après, effectivement, la notion de souplesse et de réduction des délais. Aujourd'hui, on a un monde qui bouge, qui va beaucoup plus vite qu'avant. Si j'ai besoin de créer un nouveau service, une nouvelle application pour mes clients, une nouvelle application pour mes partenaires, je ne peux pas attendre 18 mois, c'est pas possible. 18 mois, c'est fini, j'ai perdu mon rang et je me suis laissé aller. Donc ça, ces trois pans-là, c'est vraiment les principales motivations. Donc on les retrouve dans une étude, je vous ai mis le lien sur le slide. Après, quels sont les gains qui sont retrouvés à l'issue? C'est-à-dire que je fais la démarche, je suis motivé pour y aller avec les points que j'ai vus précédemment, j'y vais, et là, quels sont les gains qui sont constatés réellement dans les entreprises? Les gains, alors ils ne sont pas dans l'ordre, mais un gain concernant par exemple l'accessibilité. Aujourd'hui, mes utilisateurs sont de plus en plus mobiles, hein, les méthodes de travail changent, les usages changent. Je peux avoir des utilisateurs qui sont dans du coworking, qui sont quelque part à l'hôtel, qui sont en déplacement, qui sont dans le TGV. Hein. Moi, je fais souvent ce que j'appelle du TGV Office. Et là, il faut que je puisse accéder à mon système d'information depuis à peu près n'importe où avec n'importe quel device. Si ça, je veux le mettre en place dans une architecture qui est à l'intérieur de mes murs, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'il va falloir que je crée des DMZ, il va falloir que je mette en place du reverse proxy, il va falloir que je publie mes applications, que je publie mes données, que je sécurise tout ça. Voilà. Alors que dans le cloud, mais par définition, c'est déjà, voilà, on a vraiment des facilités pour publier et pour rendre ça accessible. Facilité de partage aussi. De plus en plus, donc, on travaille en projet avec des partenaires. Donc, on a besoin de se fédérer autour d'un référentiel documentaire. Mais même chose, hein, si j'ai mes données qui sont à l'intérieur de l'entreprise, ça va être compliqué de les partager à l'extérieur. Le cloud, on va voir tout à l'heure que finalement, on a des services qui sont faits pour ça, toujours pareil, de manière sécurisée. Flexibilité, je ne vais payer que ce que je consomme. Donc typiquement, si j'ai un pic de charge, eh bien à ce moment-là, je vais être capable d'augmenter ma capacité, juste le temps de l'utilisation, et à la fin, je réduis. Un exemple, par exemple, avec un de nos clients, où son site web est hébergé dans le cloud. Le client reportage sur M6, prévu le samedi soir, ou je sais plus quelle date, mais en gros, passage sur Capital. On avait anticipé la chose, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le site, on a augmenté la puissance de manière significative 2 jours avant et jusqu'à 2 jours après, de manière à absorber le pic de charge de connexion, hein, puisque au moment de l'émission, en 1 heure, ils ont eu autant de connexions que sur une année. Donc ça nous a permis vraiment d'augmenter la puissance et puis de la réduire après. Et là, le client, il a payé que pendant la consommation et que pendant le temps qui était estimé pour la connexion. Sauvegarde en temps réel, donc là c'est pareil, on a des services cloud qui vont nous permettre de sauvegarder nos données en temps réel. On n'a plus, comme je disais tout à l'heure, à s'occuper tous les matins de voir si les sauvegardes sont bien faites sur les bandes. Le déploiement dans différents pays, on en parlait tout à l'heure, Lucie, effectivement aujourd'hui les PME s'ouvrent de plus en plus à l'extérieur. S'ouvrir à l'extérieur, donc on a vu ces données aussi accès au système d'information, donc soit à distance,
Mais en fonction des pays et en fonction des contraintes, il va falloir mettre de l'infrastructure aussi à proximité. Voilà, parce qu'il y a certains pays qui sont contraints à certaines législations, et donc il va falloir utiliser de l'informatique locale. Mais ça, aujourd'hui, les systèmes de cloud public vraiment sont faits pour ça. Donc on peut facilement répliquer les données, et puis c'est juste un clic et j'accède à la réplique. La dernière, du coup, c'est typiquement dans le thème de la couleur de la slide. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le Green IT. Aujourd'hui, ben, les éléments qui sont dans les salles informatiques, dans les entreprises, consomment énormément d'énergie. Et il va falloir aussi rajouter de l'énergie pour tout ce qui est climatisation, tout ce qui est voilà, gestion de ces serveurs-là qui sont voilà, de plus en plus puissants. Alors, ils consomment pas de plus en plus, mais j'ai tendance à en mettre de plus en plus, d'accord? Donc l'idée, ben, c'est voilà, il y a des vrais gains hein, qui sont retrouvés de ça, c'est-à-dire que je les sors, je mets mon infrastructure dans les data centers, du coup, je diminue mes coûts d'énergie en local. Alors par contre, c'est vrai que eux, de leur côté, les data centers, eux, vont être des gros consommateurs d'énergie. Mais il y a une vraie démarche qui est faite aujourd'hui dans la plupart des data centers, on va dire dignes de ce nom, c'est-à-dire que cette énergie-là, elle est récupérée. Et il y a plein d'initiatives, par exemple en région parisienne, où cette énergie-là est récupérée pour chauffer des piscines, pour chauffer des habitations. Voilà, on est en train d'imaginer tout un tas de choses à ce sujet. Donc on a des vrais gains. Et ça, ce sont vraiment des témoignages que l'on rencontre souvent chez nos clients. Et puis après, effectivement, on a des notions financières, hein, OPEX versus CAPEX. Ben, je vais passer d'un mode où je suis en investissement dans un mode où je vais être plutôt en voilà, je vais consommer et je ne vais payer que au fur et à mesure de ce que j'ai. Donc, je vais passer en mode de fonctionnement. Du coup, ça va me permettre de pouvoir répondre facilement à l'élasticité de la demande, de réduire mes coûts de financement, hein, puisque je n'ai plus d'engagement financier à sortir lorsque je fais l'acquisition de mon matériel ou lorsque je renouvelle mes contrats de maintenance. Du coup, je préserve ma trésorerie, ma capacité d'emprunt, ainsi de suite. Donc, on a des vrais gains. Et ça, ce sont les motivations, hein, pour répondre à la question. Ce sont vraiment les motivations qui font que les gens vont dans le cloud. Ok, donc ça c'est, je vois bien les motivations, je vois bien les gains. Ouais. Par contre, par rapport à ce que tu nous disais au départ, il y a des idées reçues qui ne sont sûrement pas nées de rien. Il y a forcément un moment donné où ça a été. Et effectivement, voilà. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, il y a plein, on va trouver plein de gens qui vont nous dire, je suis parti dans le cloud, mais par contre, voilà, je ne maîtrise rien, j'ai perdu mes données, c'est long, ça ne marche pas, c'est en panne sans arrêt. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi ça s'est passé là? Il faut savoir que lorsque j'entame une démarche dans le cloud, il faut que ce soit vraie stratégie d'entreprise. Ça, c'est très important de partir sur ce principe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'externalise, déjà, règle numéro un, et ça c'est vraiment à se mettre en lettre d'or de l'externalisation du cloud, c'est je n'externalise que ce que je maîtrise. C'est-à-dire que si j'ai un pan de mon système d'information que je ne maîtrise pas, voilà, par exemple, on a bien souvent le cas d'une application qui tourne quelque part dans un coin, qui a été développée par un stagiaire qui était là il y a 10 ans, qui est parti depuis. Ça marche. Par contre, plus personne ne sait comment ça fonctionne, comment ça a été créé. Je ne maîtrise pas. Ben ça, Claire, on va dire, c'est pas parce que je la mets dans le cloud que je vais résoudre mon problème. Au contraire, ça va être pire. D'accord? Donc déjà, je n'externalise que ce que je maîtrise. Et puis après, chose, effectivement, le préalable, c'est j'établis un contrat de service. Ce contrat de service va définir de manière claire qui est responsable de quoi, quels sont les engagements. Et c'est là-dessus qu'ensuite on va pouvoir dire, OK, ben, vous, le prestataire, vous nous devez tel service, on va mettre en place les métriques pour ce service-là, et on va payer après en fonction des résultats qui sont obtenus. Chose très importante aussi, le plan de réversibilité. Le plan de réversibilité, hein, c'est la procédure de sortie. C'est-à-dire que lorsque j'ai fini mon contrat, par exemple j'ai pris un abonnement pour 3 ans, je ne souhaite pas renouveler avec mon prestataire, ça va être toute la procédure à mettre en place pour sortir de ce prestataire-là, soit pour le mettre dans un autre, soit pour réinternaliser. Mais le plan de réversibilité, on le conçoit, on le pense avant même l'externalisation. D'accord? C'est-à-dire que avant même de rentrer, je prévois déjà mes conditions de sortie. C'est pas le jour où je décide de sortir qu'il faut que je prévoie mes conditions de sortie. Là, c'est vraiment trop tard. D'accord? Voilà. Et on verra que finalement, typiquement avec Microsoft, hein, la notion de sortie et de réversibilité, c'est natif dans le contrat. Et du coup, comme les outils en définitive, ce sont les mêmes que ceux que l'on va retrouver entre le on-premise et le cloud, je pourrais facilement aller vers le cloud, revenir à une messagerie, ça reste de l'exchange, le système de boîte aux lettres c'est le même, donc je peux déplacer et revenir. Du coup, ma réversibilité, elle est vraiment très très facile.
Autre chose aussi, effectivement, j'externalise. Donc c'est quelque part, alors soit dans le cloud de proximité, c'est-à-dire l'hébergeur qui est au bout de la rue, soit dans les data centers de cloud public, mais ça veut dire que c'est à distance. Et donc pour pouvoir accéder à distance, ça veut dire qu'il faut que j'ai du réseau. Voilà. Et ça, très important. Moi, j'ai eu le cas effectivement de travailler sur un client qui voulait réinternaliser son système d'information. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas été pensé comme il fallait dès le départ. Du coup, pas de bande passante nécessaire pour fonctionner, faire fonctionner les applications. Euh, Pas de qualité de service. Donc, quand j'avais un utilisateur qui envoyait un mail avec une pièce jointe à 50 collaborateurs, dans un sens ça allait, mais après le mail avec les pièces jointes redescendait. Voilà, il y avait 50 pièces jointes qui redescendaient pour être distribuées après dans les boîtes aux lettres de chacun. Et du coup, pour un simple envoi-réception de mail, les applications métiers ne fonctionnaient plus. Donc, pas pensé au départ. Donc, problème avec effectivement les accès réseau. Donc ça, effectivement, on va dire, c'est un peu le nerf de la guerre. Cette notion euh, de tuyau, hein, de plomberie, comme on dit, pour les accès. Autre chose à laquelle il faut absolument penser, c'est est-ce que mes applications, donc on a vu le cloud, c'est très bien, ça permet de répondre à tout un tas de besoins, mais effectivement, parmi les idées reçues que l'on a, c'est ouais, ben ça marche pas bien, quoi, c'est pas fiable, c'est. Mais ça, bien souvent, quand on analyse ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, l'architecture de l'application pour rendre le service, elle n'est pas faite pour être hébergée. Voilà, si mon application, elle doit imprimer plus d'une centaine de pages toutes les 2 minutes, il va falloir se poser la question, parce que si mon application, elle est dans le cloud, mais que mes imprimantes, forcément, elles sont locales, ben, tout ce flux-là, il va falloir le gérer. D'accord? Donc, il va falloir travailler, c'est est-ce que mon application, elle est éligible au cloud? Donc ça fait partie, alors évidemment, nous, ça fait partie de nos services de conseil, de regarder l'urbanisation de ces chaînes applicatives pour voir si c'est entre guillemets cloudisable ou pas. Et puis après, ben, il y a aussi des solutions, hein, des éditeurs qui proposent ce type de solution. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, quand tout à l'heure je disais qu'il faut vraiment penser que ce soit une stratégie d'entreprise, ben, ouais, on ne met pas tout et n'importe quoi non plus dans le cloud. Hein, c'est pas voilà. Et par contre, si on se dit ok, c'est bon, je le mets là-dedans, c'est là qu'effectivement on va commencer à rencontrer des problèmes. Alors oui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, moi j'aime bien cette petite phrase-là, c'est que ouais, ce qu'on souhaite, c'est éviter que le nuage se transforme en nébuleuse, d'accord? Et du coup, je perds la main, je perds mes temps d'accès, je ne sais plus où sont mes données, je ne les maîtrise plus. Il y a des vrais risques, oui, mais si c'est vraiment préparé, et si c'est une stratégie d'entreprise, on les gère. Et là, du coup, une fois qu'on a passé ces risques-là, qu'on les a identifiés, qu'on les a gérés, qu'on a mis en place après toutes les procédures qui vont permettre de réduire la probabilité et de réduire l'impact, ben finalement, ça devient vraiment quasiment du bonheur de pouvoir utiliser le cloud. Donc pour ça, là, moi, je conseille à tout le monde effectivement de télécharger le guide de l'ANSSI sur comment maîtriser les risques de l'externalisation et de l'infogérance. Et dans ce guide, on a tout un tas de bonnes pratiques. Et déjà, si on les respecte, voilà, on pourra aller sereinement, on va dire, vers le cloud. Et du coup, donc là, tu nous parles du cloud en général, mais vis-à-vis de Microsoft, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Alors oui, effectivement, c'est un aujourd'hui des principaux acteurs de cloud public. Hein. Donc, je rappelle, cloud public, ça veut dire que je vais consommer du service. Je ne suis pas du tout propriétaire des infrastructures. Je ne gère pas tout ça. Mais un des principaux acteurs sur le marché aujourd'hui, c'est Microsoft. Alors, il faut savoir que déjà en termes de sécurité, concernant Microsoft, Microsoft est reconnu comme étant l'hébergeur le plus certifié qui existe sur la planète. C'est-à-dire que voilà, il a tous les agréments possibles que l'on peut retrouver, le Cloud Security Alliance, les normes ISO 27001, la 27018, des normes sur la santé, des normes dans différents pays. Et il faut savoir aussi que les data centers donc de Microsoft et les infrastructures cloud ont reçu le label de la Commission européenne. Donc ça déjà, euh, si par hasard je voulais avoir la même chose avec ma salle informatique, c'est presque impensable. Il faut juste savoir que par exemple la démarche ISO 27001 dans une entreprise, donc pour garantir la sécurité, c'est quelque chose ensuite maintenant qui va être demandé aussi par les partenaires ou par les clients. C'est une démarche qui peut prendre entre 6 à 12 mois et qui va à peu près coûter, allez, on va dire en moyenne 50 000 euros. D'accord. Ne serait-ce que pour appliquer cette première norme-là. Voilà. Là, l'avantage de souscrire les services dans le cloud, ben, du coup, je suis sécurisé, j'ai les contrats qui vont avec.
Concernant, par exemple, aussi la réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel qui va débouler là, le 26 mai, il faut savoir aussi que Microsoft a rajouté la clause spécifique pour être compliant avec cette réglementation-là. Donc la notion de sous-traitance dans la RGPD, ben, Microsoft a déjà anticipé et il y a l'avenant au contrat qui est déjà prêt et donc c'est compliant avec la RGPD. Donc côté sécurité, on a déjà toutes les normes possibles. Après, bien souvent, la question qu'on nous pose, c'est la question de la localisation géographique, avec voilà la peur du Patriot Act, que si mes données ne sont pas sur le territoire, n'importe qui peut venir y accéder, ainsi de suite. Alors ça, je vous rassure, hein, que vous alliez même chez un hébergeur français qui a son data center en France, éventuellement, s'il veut accéder à vos données, potentiellement, voilà, il pourra faire ce qu'il veut avec vos VM et les manipuler. Il n'y a rien qui garantit plus contre ça. Par contre, voilà, concernant la localisation géographique, donc la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, les data centers Microsoft, pour la France, on accédait aux data centers européens, donc bien souvent Amsterdam ou Dublin. Et là, dans quelques jours, quelques semaines, on a les data centers français qui vont être mis en production et on va pouvoir du coup choisir de déplacer nos données, nos applications dans les deux data centers français, donc un en région parisienne et l'autre du côté de Marseille. Donc Microsoft et les clouds sécurisés avec toutes les normes que l'on peut imaginer. Chose importante, par exemple aussi, la demande a été faite pour avoir l'agrément hébergeur de santé. Donc ça, entre autres pour les data centers français, donc la demande a été faite et c'est quelque chose qui devrait être acté d'ici début 2018. Après, là, je peux conserver effectivement mes données sur le territoire français. Autre chose que va vous apporter le cloud Microsoft, et ça c'est du contractuel, hein, l'entreprise conserve l'entière propriétaire des données. Donc ça veut dire que si vous souhaitez vous déplacer, vous mettez vos données, vous utilisez des services dans le cloud Microsoft avec des données qui transitent, contractuellement, vous restez propriétaire de vos données. Donc du coup, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors bien évidemment, en plus, ces données qui vont transiter, elles ne sont pas du tout analysées à des fins publicitaires ou autres. Et chose importante, on parlait de réversibilité tout à l'heure, c'est qu'en cas de renoncement au service, eh bien, vous récupérez vos données. Et ça, c'est important parce qu'en définitive, les technologies qui sont utilisées, ce sont exactement les mêmes que vous les mettiez on-premise, que vous les mettiez dans un cloud privé ou que vous les mettiez dans un cloud public. On parlait de la messagerie, par exemple, tout à l'heure, c'est la même technologie. Donc la boîte aux lettres, je ne fais que la déplacer d'un point A à un point B. Je veux la reprendre et la remettre dans mes locaux, et bien je refais une migration dans l'autre sens. Donc, et tous les services, ça va être la même chose. Hier, j'ai animé un atelier sur la sécurité, sur un des services de protection des documents, où on va encrypter le document avec des clés, ainsi de suite. Ces clés-là sont hébergées dans un service sur Azure. Je souhaite me retirer de ce service-là et récupérer mes données, mais je vais récupérer mes clés. Parce que contractuellement, Microsoft s'engage à ça. Donc, l'entreprise conserve l'entière propriété des données. En cas de renoncement, je peux récupérer quand je veux. Et malgré tout, le service informatique de l'entreprise, hein, parce qu'il y a toujours une DSI voilà, qui va être vraiment focus sur le métier de l'entreprise, ça va être le service informatique qui va conserver par contre toute la partie gestion et configuration. C'est-à-dire que ça va rester votre service informatique et qui va aller créer les utilisateurs, qui va affecter les droits et qui va gérer tout ça. D'accord? Donc, je consomme un service, mais je reste propriétaire de ce qu'il y a dedans et surtout, c'est moi qui décide de ma configuration. Petite illustration de l'intérêt de passer dans le cloud. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les années 2000-2001, il y avait une publicité donc pour on va dire un des leaders mondiaux des serveurs, où la personne débarquait dans la salle informatique et disait oh, nous a volé les serveurs, on nous a volé les serveurs, c'était le casse du siècle. Effectivement, on débarquait dans la salle et tous les serveurs avaient disparu. En définitive, pour être remplacé par un magnifique Oracle. Là, la slide, ça vous illustre un petit peu la différence que l'on aurait, ne serait-ce que pour faire du Skype. Alors Skype, c'est la solution qu'on est en train d'utiliser là, d'accord? C'est une solution qui va permettre de faire de la messagerie instantanée, de faire des conférences, de faire du partage de documents, d'interagir, voire de faire de la téléphonie. Ce que vous avez à gauche, le petit schéma avec tout un tas de boîtes à l'intérieur, c'est à peu près l'infrastructure Skype qu'il faut mettre en place dans vos locaux si vous souhaitez avoir ce service-là on-premise. Donc, il y a pléthore de serveurs,
Quand je fais du Skype, c'est pour partager aussi avec des partenaires. Donc, j'ai toute une zone qui va être aussi dans la partie DMZ. Il va falloir que je gère les flux. Il va falloir que je gère des flux audio, des flux vidéo, tout ça. Enfin, c'est d'une complexité sans nom. Si je veux avoir ce même service-là dans Office 365, c'est juste une case à cocher. Je ne fais que activer la licence et après, j'ai tout dans une page web. Donc, je passe d'une infrastructure à X serveurs avec des clusters, avec du load balancing, ainsi de suite, à finalement une page web. Donc ça, gros intérêt, et du coup, le service est disponible immédiatement avec de la haute disponibilité et de la qualité. Donc déjà, rien que pour Skype, gros avantage de passer dans Office 365. Pour en être un peu plus convaincu, donc je vous ai mis le lien vers une étude qui a été faite par Forrester sur le calcul du ROI lorsque l'on passe dans Office 365. Donc je vous ai repris juste les 3 thématiques principales. On estime que du moment que je vais consommer ces services-là à la place d'avoir ces services on-premise, le temps du support dédié aux utilisateurs va être à peu près divisé par 2. Autre valeur, les employés en situation de mobilité vont économiser à peu près 1 heure par jour. D'accord? C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile pour me connecter, des temps aussi et des délais de connexion qui vont me permettre du coup de gagner et d'économiser un temps qui est précieux. Et enfin, avec tous les services qui vont être fournis dans ce que je vais souscrire, ben finalement, on estime que tout ce qui est analyste, manager, équipe commerciale, vous allez avoir tous les outils voilà, qui vont vous permettre de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Et ça, c'est dans le package. C'est-à-dire que si je voulais avoir la même chose après on-premise, il faudrait que je déploie des trésors d'imagination et tout un tas d'applications pour essayer à peu près de faire la même chose. Donc ça, c'est tout ce que va être capable de vous apporter des solutions cloud Microsoft de type Office 365. Donc petit résumé de ce que vous apporte une suite Office 365. De la techno avec voilà, tout à l'heure on parlait de Skype, on parlait de la messagerie, on parle de tout un tas comme ça de solutions qui sont faciles, du temps réel pour l'échange, pour le partage, un accès en mobilité. Alors, comme je disais, moi, je suis souvent en TGV Office, donc voilà, je suis souvent un peu partout. Et c'est vrai que du coup, avec Office 365, je me pose pas la question. J'ai que mon téléphone, je travaille avec mon téléphone, j'ai mon PC, je travaille en PC, je suis connecté ou pas connecté. Donc ça aussi, c'est important. Hein, je ne suis pas obligé d'être connecté pour consommer des services cloud. Le mode hors connexion fonctionne très bien. Je peux avoir de la réplication après localement. Tous mes outils sont disponibles localement, donc je peux très bien travailler même sans être connecté. Donc c'est pas parce que je suis dans le cloud qu'il me faut une connexion en permanence. Ça offre aussi donc des solutions d'analyse et de travail sur les données. Et chose importante aussi, on a toute la partie contrôle et compliance. Tout à l'heure, on parlait de RGPD. C'est vrai que dans Office 365, on a quand même des services qui me permettent de facilement travailler sur le sujet. Voilà, donc du coup, pour répondre à la question originelle, on va dire, le cloud, est-ce que c'est un frein ou un levier pour la sécurité des données? Et moi, je rajouterais plutôt aussi même, est-ce que c'est un frein ou un levier pour la compétitivité des entreprises? C'est un vrai levier. C'est un vrai levier d'accélérateur, un vrai facilitateur de business. Et puis même, je vais avoir tout un tas de services qui vont me permettre de vraiment sécuriser de manière efficace toutes mes données et mes applications pour pouvoir faire la même chose. Si j'étais on-premise, il va me falloir du matériel et surtout il va me falloir de l'expertise. Et là, cette expertise-là, aujourd'hui, elle est de plus en plus pointue. Donc ça veut dire que il faut que j'embauche des experts. Donc du coup, il va falloir quand même que je les rémunère. Il va falloir que je les conserve aussi. Il va falloir qu'ils se mettent à jour en permanence sur les nouvelles actualités. Et franchement, il vaut mieux que les experts du système d'information de votre entreprise soient focus sur le métier et soient là pour imaginer et mettre à disposition des nouvelles solutions plutôt que de travailler sur des couches qui en définitive, voilà, pour avoir la même qualité de service, voilà, finalement on va être dans le cloud et on va pouvoir consommer ces services-là. Voilà, donc Ok. j'espère que j'ai pu répondre aux différentes questions, traiter les quatre premières idées reçues. Donc pour rappel, hein, effectivement, on a certaines idées reçues sur le passage dans le cloud. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais finalement, on se rend compte que ben, si j'ai tout dans mon entreprise, ben, c'est guère mieux dans les entreprises. Hein. On va retrouver des salles informatiques, même pas fermées à clé.
Voilà, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer. Voilà, moi des fois dans certaines structures où on a des agences, j'ai vu des serveurs qui étaient dans les toilettes, ça gêne personne, ou des serveurs qui étaient dans un placard, pas de climatisation. Donc du coup, je suis obligé de laisser le placard ouvert pour éviter que ça surchauffe. Voilà. Du câblage qui ressemble plus à du plat de spaghetti qu'autre chose. Donc dans les entreprises, c'est guère mieux. Et puis, bon, on le sait, après, concernant la sécurité, en définitive, la principale faille de sécurité pour un système d'information, ça reste l'utilisateur. Et ça, que votre infra elle soit on-premise ou qu'elle soit dans le cloud, si vous éduquez pas vos utilisateurs, vous aurez toujours cette problématique-là. Donc le cloud va vous permettre donc de faire des économies, agilité, flexibilité. Par contre, comme on l'a vu, il faut pas y aller n'importe comment. C'est une vraie stratégie, ça se réfléchit, on met en place des conventions de services, on met en place une vraie démarche. Tout n'est pas fait pour aller dans le cloud. Vous avez très certainement des applications ou des besoins, non, ça devra rester local, ça devra rester on-premise parce que le cloud n'est pas la réponse à tout.